Vous avez été nombreux à demander son retour. Avec plus ou moins de respect, aujourd'hui, il revient mettre les mains dans la mer tout en restant sérieux. Ah mais c'est nul quand c'est trop sérieux, ils font tous pareil. Mais pas trop non plus. Voilà, mais j'aime pas rigoler non plus, c'est bon, on n'est pas là pour ça. Hein. Enfin, vous verrez bien, j'ai pas regardé la vidéo encore. Allez, on va faire le tour d'horizon à 360 degrés de ce qui se passe sur les marchés, parce que oui, il y a du mouvement. Et c'est pas pour nous déplaire qu'il y a un peu de volatilité quand même. Commençons par l'indice que j'ai charbonné depuis maintenant 3 semaines à l'avant, depuis les 6080 points là-haut. Et oui, on a eu un début de flux baissier et tout s'est ensuite accéléré. L'indice phare américain, l'indice large américain a échoué sur la borne haute de ce long canal ascendant en weekly que je vous avais déjà partagé ces dernières semaines, et je dirais même ces derniers mois, puisque c'est systématiquement à chaque fois qu'on revenait sur la borne haute de ce canal, je le vendais en 2024. Et puis, on a rompu la MM20 Weekly. Je vous en avais d'ailleurs parlé dans le dernier débrief hebdo. Je sais, c'était il y a un mois. Et c'était vraiment le point de repère, la première alerte baissière si jamais on passait en dessous. Ça n'a pas loupé. On est allé direct à la MM50 Weekly. J'y reviendrai un peu plus tard. Alors, pourquoi autant de baisse? Déjà parce que la politique monétaire américaine, au travers de Donald Trump, disons qu'il avait prévu de relancer l'économie à foison et aujourd'hui, il s'inquiète plutôt au contraire de resserrer les boulons. Vous le savez, après l'acier et l'aluminium, des impositions de droits de douane qui explosent un peu partout, on les remonte de 15%, il a décidé, alors c'est pas encore fait puisque c'est juste une menace, d'imposer des droits de douane non pas de 15, non pas de 50, non pas de 100, mais de 200% sur les vins et spiritueux de l'Union européenne. Si justement l'Union européenne continue à maintenir ses droits de douane de 50% sur le whisky américain. Parce que oui, le whisky américain, c'est vachement super important. Donc on a des surenchères de droits de douane un petit peu partout. Et ça inquiète forcément d'un point de vue économique. Alors en plus de ça, on a la possibilité et la probabilité d'un shutdown. Non, pas le shutdown du débrief hebdo, parce que ça c'est déjà fait, ça c'est bon, on y revient. D'ailleurs, il y a le chef de la majorité démocrates du Sénat qui a annoncé son soutien à un projet de loi républicain qui vise à éviter justement le shutdown du gouvernement. C'est-à-dire que tout s'arrête parce que il n'y a plus de fric. Et oui, le problème c'est que, tu l'as entendu, avec Elon Musk, ils ont décidé de faire des coupes budgétaires de partout. Donc du coup, ça risque de paralyser toutes les dépenses de l'État et donner encore plus carte blanche au gouvernement de Donald Trump de détruire du coup tous les services essentiels à l'État. En tout cas, ceux qui sont considérés en tant que tels. Et ce, à un rythme bien plus élevé que ce que l'équipe Doge a déjà commencé à mettre en place. Et d'ailleurs, malgré cet effort de réduire les dépenses, il y a eu des nouvelles données du Trésor américain. Et c'est quand même pas bon. Les dépenses ont atteint un nouveau record de plus de 600 milliards de dollars sur le mois de février en hausse. Je vais refaire, putain, j'arrive plus. Les dépenses ont atteint un nouveau record au mois de février à plus de 600 milliards de dollars en hausse de 7% sur un an. Donc les explications, c'est tout simplement qu'il y a plus de resserrement que d'un plan de relance global, je schématise, que les valorisations, et ça je vous en avais déjà parlé ces dernières semaines, étaient quand même l'élastique qui était tendu, des valorisations sur le SP500 à plus de 22 fois les bénéfices, alors que sur les 10 dernières années, on était plutôt autour de 19. Et assez étonnamment, on a eu d'ailleurs cette semaine les chiffres d'inflation aux États-Unis meilleurs qu'attendus, 2,8% contre 2,9% attendu, 3% le mois précédent. On a même eu des prix à la production aux États-Unis là aussi meilleur qu'attendu, même si les chiffres du mois passé étaient révisés à la hausse. Et malgré ça, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, les marchés n'ont pas réagi positivement, comme s'ils étaient vraiment conditionnés à dire pour le moment, ce qui nous inquiète, c'est plutôt tous ces droits de douane mis partout, en veux-tu, en voilà. Donc pour toutes ces raisons, on a eu une pression baissière sur les marchés américains, on va le voir juste après, mais beaucoup plus d'ailleurs que sur les marchés européens. Et au moment où je te parle, nous sommes en train de titiller sur le SP500 les 5600 points. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que c'est une polarité que je me suis fixée. Tant qu'on est en dessous, je ne cherche que des ventes et à partir de là, je remets une casquette bleue. Tiens, elles sont là mes casquettes. Donc oui, 3 semaines de charbonnage à la vente, ça s'est super bien passé. Au-delà des 5600 points, casquette bleue. Tout simplement parce qu'on est en train
de tester, de titiller la borne haute de ce canal baissier qui anime du coup et qui drive les cours depuis maintenant 3 semaines. Et ça, c'est en horaire. Si on passe là au-dessus, fin de la tendance baissière, peut-être même d'ailleurs réintégration, pourquoi pas, des moyennes mobiles 50 semaines. Ça, c'est des gros points de repère qu'on a sur tous les indices américains. D'ailleurs, si tu regardes Dow Jones, Nasdaq, on est à peu près dans les mêmes configurations. Et donc, au-delà des 5640, 5660 sur le SP500, eh bien, je remettrai, oui, une casquette verte. Enfin, on a eu notre baisse de 10%, voire même 15% sur l'indice Russell, c'est les petites capitalisations aux États-Unis. Alors pourquoi les petites capitalisations aux États-Unis morphent plus que les big? Tout simplement parce que quand tu as un peu une panique sur le marché, voire une tendance baissière, parce que c'est pas vraiment un mouvement de panique, et tu te dégages d'abord des actifs, donc des actions les plus risquées, les plus volatiles, les moins liquides, parce que tu peux pas sortir comme tu veux, quand tu veux. Et après, il y a plutôt des dégagements sur les big caps. Et d'ailleurs, les big caps, on voit qu'elles tiennent plutôt pas mal, notamment Nvidia. Même s'il y a des petites alertes baissières, ça reste encore très léger, on reste perché tout là-haut. Donc voilà pour la semaine prochaine, SP500, fin de casquette rouge, début de casquette bleue et peut-être même d'ailleurs des achats si on sort par le haut de ce canal baissier horaire. Concernant l'indice parisien, notre CAC 40, je le vends un peu comme un âne depuis maintenant quasiment un mois. Bah oui, cette zone des 8100, 8200 points, c'était la même zone que j'avais vendue en 2024, ça avait super bien marché puisque derrière le CAC avait perdu 15%. Et puis 8200, 8100, c'est grosso modo finalement les plus hauts annuels de 2024. On voit que pour le moment ça passe pas. C'est une grosse zone de résistance et souviens-toi, l'analyse technique c'est partir du principe que les cours ont une mémoire et donc ils ont plus de chances de réagir sur des niveaux qui avaient déjà été testés dans le passé. Sauf que, donc je le disais tout à l'heure, on a l'Europe qui est quand même beaucoup plus forte que les États-Unis, même si donc le CAC revient sur ses plus hauts de 2024 et le DAX titille la borne haute de ce canal weekly. On voit que pour le moment, on n'arrive pas à faire ce qu'on appelle un breakout baissier weekly en données hebdomadaires et on n'arrive pas à rompre les plus bas de la semaine passée. Donc on surveillera quand même une dégradation sur le CAC si on devait passer sous les 7900 points, c'est la moyenne mobile à 50 jours et sur le DAX sous les 22 200. Si on passe là en dessous, ça se dégraderait en Europe. Pour le moment, c'est pas le cas. Pourtant, on a une révision à la baisse des prévisions de croissance de la Banque de France cette semaine. Hausse du PIB de 0,7% finalement. Ça, c'est pour la croissance 2025. Activité plus faible. Conditions économiques, je dirais même voire géopolitiques, pas favorable. Et puis finalement, 2026, on devrait avoir un rebond modéré de 1,3% avec une inflation qui devrait même d'ailleurs reculer plus fortement que prévu. Bon, ça reste des prévisions, ça vaut ce que ça vaut. En tout cas, l'accent est mis quand même sur les guerres commerciales qui sont actuellement en cours. Parce que finalement, ce qui contrebalance peut-être aussi ces anticipations-là, c'est tous les plans de relance avec les systèmes de défense. En Allemagne, ils ont prévu 500 milliards d'euros déployés sur 10 ans, conjointement avec la France. Donc clairement, ça risque de relancer aussi certains secteurs. Peut-être aussi pour ça que l'Europe finalement tient mieux. On a aussi des valorisations qui sont beaucoup plus attractives en Europe qu'aux États-Unis, parce qu'on est perché sur des 40, 50, 60, 70 fois les bénéfices attendus sur les 12 prochains mois. C'est monstrueux. Ces plans de relance qui pourraient permettre justement d'avoir des perspectives économiques meilleures, profitant à certains secteurs. Et effectivement, en parlant de secteurs, c'est qu'en Europe, notamment sur le CAC, on a aussi une diversification. On est moins concentré sur des valeurs techno, comme aux US, où tout le monde ne parle que de Nvidia, des 7 magnifiques, et finalement, c'est cette boîtes-là qui tiennent l'ensemble du marché, en tout cas en grande partie. Donc finalement, peut-être que les investisseurs sont en quête de stabilité. Donc je vous les ai parlé tout à l'heure, indice Dow Jones, indice Nasdaq, à surveiller si on repasse au-dessus de ces niveaux, 19 600 sur le Nasdaq, 41 600 sur le Dow Jones. À ce moment-là, on remettrait en cause cette pression baissière qu'on a eue depuis maintenant quasiment un mois. Et si on regarde même encore beaucoup plus large, si on regarde notamment la saisonnalité, sur les 20 dernières années, on remarque finalement que les 2 premières semaines du mois de mars, sur 20 ans, c'est pas terrible et au mois d'avril, ça repart. Même si, comme tu le sais, les performances passées ne présagent pas. Voilà, exactement. Donc je sais, j'ai rien dit, mais c'était juste pour faire participer un peu. Tiens, d'ailleurs, on va faire un petit tour au Japon là, parce que le Nikkei, c'est quand même une configuration intéressante. Alors, vous le savez sur IVT, puisque je travaille notamment à l'achat, cette réintégration de ranges de l'II dans lesquelles on était depuis le mois de septembre. En début d'année, je l'avais vendu à 2 reprises sur la borne haute, l'approche des 40 000, pour viser la borne basse. On a fait la borne basse. Maintenant, borne basse. Putain non, qu'est-ce qui m'arrive?
D'ailleurs, il y a une réunion le 19 mars de la Banque du Japon concernant ces taux directeurs qui devrait le maintenir inchangé. Non, je viens de dire une connerie en fait là. Ne dis pas ça. Tu peux couper FT ou pas? Ou on coupe pas les conneries que je raconte? Non, il devrait pas rester inchangé le taux du Japon, il devrait monter de 0,75% au mois de juillet. Voilà. En attendant, on a le pétrole qui est au plus bas de 2024. Alors vous savez, hein, je vous en avais parlé, je le surveillais autour des 70 $ sur le Brent pour pouvoir le payer. Sauf que pour le moment, on n'a pas de réaction positive. On a même une pression baissière encore. Et tu sais pourquoi? Parce que non, mais je vais te le dire. Parce que d'après un article de Financial Times, ouais, on déconne pas ici avec les news, on prend des news vraiment... Et bah Trump est plutôt favorable à faire baisser, parce que visiblement c'est lui qui décide de tout, faire baisser les cours du baril de Brent sur les 50 $. Hein, comme ça arrange tout le monde. Comme ça évite de lutter contre l'inflation. Hop, le problème est résolu les gars. Sauf que, il a pas, je sais pas, il a peut-être pas réfléchi, mais ça risque quand même de peser sur le secteur pétrolier et freiner la production de schiste. En plus, ça favoriserait du coup les membres de l'OPEP et la Russie en fragilisant les producteurs américains. Donc, et en plus, il y en a beaucoup qui seraient pas rentables à ce prix. Donc, autant pas faire tourner les raffineries, hein, ça sert à rien. Et puis, oui, n'oublions pas l'euro-dollar. Je vous en avais parlé aussi de cette casquette verte sur l'euro-dollar en 2025. Alors, j'avais casquette rouge en 2024 que je vendais cette zone des 1,10-1,11 jusqu'à 1,05. Et ben, l'euro-dollar, c'est envolé, on était à 1,02, on est monté quasiment à 1,10 et je ne lâcherai pas pour le moment ce plan acheteur tant qu'on tiendra les 1,0840. Si on passe en dessous de 0,0840, ça y est terminé, on réintègre ce range weekly, c'est tout caca. Et d'ailleurs, ça tombe bien puisqu'il risque d'y avoir de l'animation sur le dollar américain notamment, puisque semaine prochaine, on a la réunion de la Réserve fédérale américaine au travers de Jérôme Powell. Alors, il n'y a pas de baisse des taux qui est prévue. Hein. La prochaine baisse des taux qui est prévue pour l'ensemble du marché, pour le moment, c'est pricé. C'est pour le mois de juin, même si les chiffres d'inflation ont été meilleurs qu'attendus cette semaine. Pour un retour pour le débrief hebdo, je pense qu'on est pas mal. Allez, putain, non. Non, pardon. Les cryptos, oui. Oui, non, mais... Oui, les débriefs crypto reviennent aussi le mercredi. Oui, ça revient le mercredi aussi, oui. Mais du coup, vu que j'en ai pas fait et que j'en ferai, je fais une petite actualisation, ça va 2 minutes. Bon, le Bitcoin, c'est absolument pas un problème. Ça reste ultra haussier et haussier tant qu'on tient les 75 000 $. La moyenne mobile 50 semaines ici que tu vois tracée en rouge. C'est vraiment pas le souci. Il augmente sa dominance et à fur et à mesure que l'ensemble du marché devient, on peut dire un peu daubé, compliqué, pour ne pas dire baissier, hein, on va pas utiliser des termes quand même trop forts. La dominance en début d'année, on était autour des 57%. Aujourd'hui, on est à 62%. Donc voilà, même quand le marché est daubé, c'est même l'inverse d'ailleurs qui se passe, c'est que le Bitcoin, ça reste le plus fort. Donc clairement, pour le moment, achat sur repli sur le Bitcoin, c'est pas un problème. Le reste, clairement, c'est pas ouf. Alors c'est vrai que maintenant, et c'est vrai qu'on m'a fait la remarque, tout ce qui est Total 2, Total 3, en gros, qui regroupe la capitalisation totale de l'ensemble des cryptos, le problème c'est que il y a de plus en plus de cryptos qui sont introduites, donc ça fait augmenter finalement la valorisation de l'ensemble du marché, alors que dans le même temps, on a des cryptos, des algues qu'on connaît tous et qu'on traite tous et qu'on a tous en portefeuille, ou pour certaines, on va pas se mentir, on se fait un peu déchirer, et finalement, Total 2, Total 3, ça baisse pas. Donc c'est plutôt vraiment trop représentatif, donc c'est pour ça que je vais moins en parler. D'ailleurs, si on prend le numéro 2, l'Ether, on est passé sous les 2200 $, sous les plus bas de 2024, hein, je payais cette zone toute l'année 2024, on a vu qu'elle n'a pas tenu. Donc, tant qu'on est là en dessous, on voit quand même c'est quand même particulièrement tendu. Il va falloir la réintégrer rapidement. Donc, je vous avais dit ces dernières semaines, quand on a eu le bull Trump là-haut, d'ailleurs certains me sont tombés dessus et je leur remercie puisque ça m'a permis de tester notamment ma psycho et de me dire ce que tu fais, t'es sûr, t'es pas sûr. Dès qu'on a des rebonds importants, n'oublions pas, et ça c'est l'un des termes que j'ai utilisé ces dernières semaines, d'avoir de la gratitude envers le marché, d'avoir de la reconnaissance. C'est-à-dire que quand on a un marché tout au long de l'année 2024 qui à un moment donné explose en un mois et demi, on a certaines cryptos qui font x3, x4, x5, voire même plus, à un moment donné, il faut savoir prendre des bénéfices. Parce que le problème, c'est que si jamais ça retombe et qu'on n'a pas pris de bénéfices, on est coincé. Et après, on doit attendre encore un an. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc, du coup, dès qu'on a des rebonds très forts, et je vous en avais parlé en l'occurrence, par exemple, de l'Ether sur les 4000 $, je réduis considérablement mon expo. Gratitude envers le marché. Je prends mes bénéfices, je récupère du cash qui permet de reprendre position dès qu'on a des replis.
Alors je vous cache pas que les replis sur les altes, je ne m'attendais pas non plus à ce qu'on ait des replis aussi importants. Alors c'est toujours pareil, il y a des fortes, il y a des faibles. L'Ether fait partie aujourd'hui des faibles. Par rapport au Bitcoin, en plus sa faiblesse, elle est en train d'augmenter. Bref, ce que je fais en ce moment, c'est tout simplement augmenter mon curseur d'exposition, alors je vous parle de la gestion active, sur ces niveaux-là. On va pas toutes les faire aujourd'hui, on fera un gros point débrief hebdo mercredi, mais la dernière opération en date que j'ai fait, par exemple, si vous faites partie d'IVT, vous le savez, c'est sur BNB, sur les 530 $. C'est un niveau que j'avais travaillé toute l'année 2024. J'ai allégé sur 720 $ là-haut, 70% de mon expo. On revient à 530 en bas, je la augmente. Bon, là j'ai eu un peu de chance parce que j'ai attendu vraiment cette zone-là avant de repayer. Ça n'a pas été le cas sur beaucoup d'alt. Et puis finalement, là on commence à avoir des petits rebonds, donc j'allégerai bien évidemment progressivement sur rebond. Ce qui permet de faire travailler mon cash, de le récupérer et de pouvoir reprendre si jamais le marché continue à rester, je ne vais pas dire baissier, mais en tout cas un peu tendu. Donc semaine prochaine, souhaitons-le, nous retrouvons ensemble mercredi pour dire ok c'est bon, Solana a bien réagi sur cette zone, l'Ethereum classique également ETC c'est pas mal, AAVE aussi, bref. C'est un peu ce que je me fixe comme objectif, même si c'est plutôt le marché qui décide. Donc voilà, simplement un point comme ça intermédiaire, un peu de patience. Pour le moment, le marché crypto mimétisme avec les marchés traditionnels. Le point positif, je trouve, c'est que malgré cette baisse qu'on a eue de 10% sur les marchés américains, finalement, oui, Bitcoin a suivi, mais en tout cas, sur cette semaine, le Bitcoin se comporte beaucoup mieux que les marchés traditionnels, en tout cas américains. Après, c'est sûr que les altes sont carrément à la traîne. Voilà, je pense qu'on est pas mal pour une première. Bon, et puis pour terminer, je vous dois quand même quelques explications. Alors, je l'ai déjà fait sur X, mais très rapidement, parce que tout le monde n'est pas forcément sur X, ex-Twitter. C'est vrai que je vous ai pas prévenu de ce silence pendant un mois, du débrief hebdo. Je m'en excuse pleinement. Pourquoi ce temps de pause? C'est tout simplement un temps de réflexion parce que voilà, ça fait 3-4 ans que je fais ce débrief hebdo, que j'avais commencé justement ce projet. C'est même pas de vulgariser parce que j'aime pas trop ce terme-là, mais c'est plutôt de décomplexer. C'est-à-dire qu'on peut être sérieux sans se prendre au sérieux. Et puis à un moment donné, vous arrivez, vous dites tiens, faut que je fasse plus de contenu, faut que j'en propose encore plus. Les gens veulent voir des graphiques, veulent voir des trades, des plans, des trucs. Et puis finalement, en fait, ça partait un peu en mode trop technique, moins drôle. Et dans tout le contenu que je partage, que ce soit sur IVT, donc je partage tous mes trades avec l'ensemble de l'équipe et mon pote Rodolphe, mon associé, depuis maintenant des années. Du coup, ça faisait un peu bis repetita. Et donc, je me suis perdu et j'ai fait l'erreur. J'aurais pas dû. Je vous ai demandé votre avis. Et le problème, c'est quand on demande un avis, vous avez un tiers des personnes qui répondent pas, parce qu'en fait, elles s'en foutent. Ou alors, elles se disent qu'il fasse son contenu. Si ça m'intéresse, je reviens. Et si ça m'intéresse pas, je dégage. Et elles ont tout à fait raison. Il y a ceux qui disent mais tu devrais faire plus de trucs humoristiques. Et d'autres qui se disent faudrait faire des trucs plus techniques. Donc finalement, ça m'a plus embrouillé en fait qu'autre chose. Et donc, vu que j'étais déjà dans cette piste de réflexion en me disant putain, comment faire mieux, comment faire plus, sans que ça me prenne non plus trop de temps. Parce que la problématique aussi, c'est que faire des vidéos, c'est pas mon métier. Je gagne rien en fait avec ça. C'est pas mon gagne-pain. Et donc du coup, tu délaisses ton trading. Donc je me suis vraiment focus à fond sur le trading. D'ailleurs, bien m'en a pris parce que ça m'a permis notamment de travailler vraiment à fond et de faire un super mois de février et mois de mars. Avec vous, encore une fois, si vous faites partie d'IVT. Et ouais, ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Et c'est vrai que beaucoup m'ont dit, le dimanche, le débrief hebdo, c'est vraiment me donner aussi de l'énergie pour pouvoir travailler le processus, pour pouvoir me relancer même quand je fais une semaine de merde. Puis en plus, ça donne aussi un petit peu le sourire et je l'avais un peu perdu, phase de réflexion, je demande l'avis, bon bref, finalement voilà, je me suis dit à un moment donné, stop, je le fais pas pour cette fois et le problème c'est que derrière tu le fais pas une fois, deux fois, trois fois, quatre fois et puis il se passe un mois. Voilà, vous savez tout, je vais pas trop rentrer dans les détails, on va pas pleurer dans les chaumières, tout va bien, ne vous inquiétez pas. Je tenais simplement encore une fois à m'excuser de ce silence où j'ai mis finalement un peu longtemps avant de répondre notamment sur X. Et se fixer des objectifs genre objectif 100 000 abonnés, 1 million en fait, c'est une connerie absolue parce que en fait ça sert à rien. Donc autant kiffer, vous faire kiffer et réciproquement. Et si je suis encore là aujourd'hui, c'est grâce à votre soutien. Grâce à vous, je vous dois effectivement beaucoup. Donc merci à ceux qui ont patienté jusque-là et qui sont à nouveau là aujourd'hui. Vos messages ont tous été ouf et il y en a un qui m'a particulièrement marqué. C'est quelqu'un qui me disait je te regardais tous les dimanches et tout, les débriefs hebdo, c'était mon rendez-vous même familial avec mon gamin de 8 ans. Il te connaît et c'est vrai que même quand je passais une semaine de merde sur les marchés, je t'écoutais le dimanche et ça me redonnait le sourire et l'envie de
retourner au charbon le lundi matin. Donc voilà, ce message m'a vraiment touché. Il m'a dit putain, faut que tu fasses, faut que tu reviennes, faut que t'envoies du steak, de l'énergie et tout. Donc je vais faire de mon mieux, messieurs, dames. Sérieux, sans se prendre au sérieux. Et ceux qui sont pas contents, eh ben, ils vont voir ailleurs. De toute façon, il y a tellement des milliards de chaînes de partout, trouveront forcément leur bonheur. Ciao!